Préparer la jeunesse à l'avenir de demain, mais aussi lui accorder un espace d'expression, c'est le travail que la relève fait à chaque instant. Cette fois-ci, nous recevons une fois de plus des étudiants et ceux qui ont déjà fini dans différentes universités. Ensemble avec eux, nous allons discuter autour d'un sujet qui est le développement de la RDC. Bonjour les amis. C'est un sujet qui est vaste, qu'on peut exploiter pendant plusieurs semaines, parce que nous avons un grand pays avec beaucoup de potentiel. On va essayer pendant les 20 minutes qui suivent de discuter sommairement, mais je pense qu'à l'avenir, on va organiser d'autres discussions autour du thème. Donc je vous donne la parole. C'est le mois de la femme et c'est toujours elles qui vont commencer pendant ce mois. Qui commence? Merci, messieurs, pour la parole. Je suis Jimimon Niangui, licenciée en sciences de l'information et de la communication à l'UPEN. Cette thématique, comment développer la RDC, comment développer la RDC, dans quel secteur? Déjà, moi, je dirais, pour développer une société, on voit d'abord le besoin primaire de cette société, le besoin de première nécessité. Si la société a tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle veut plutôt, donc je dirais, elle sera vraiment épanouie. Déjà chez nous, le plus grand problème, c'est l'alimentation. La population quinoise ou bien la RDC en général ne s'alimente pas bien. Pourtant, c'est un pays qui regorge plusieurs ressources et surtout, on a un sol vraiment fertile qu'on peut bien exploiter et pourquoi pas faire des exportations. Voilà. Mais on est là, on se retrouve à demander l'aide extérieure quand on voit les riz, importer le riz et tout qu'on sort. Pourtant, il y a Bakoro qui est là, on peut faire du riz, le manioc et tout, Bandundu également. Donc voilà, on doit chercher comment d'abord développer le besoin primaire de la société pour que cette société devienne autonome. Si on vend, au fur et à mesure, on va augmenter notre budget et la société sera épanouie. Mais au moment où nous faisons que sortir l'argent pour demander de l'aide de l'extérieur, afin de nous approvisionner, je dirais qu'au fur et à mesure, on sera toujours là, enfoncé dans le puits, bien au fond du tunnel. Donc voilà, on doit essayer un peu de revoir les choses de cette manière. Il faut me regarder, il faut regarder l'honorable. Et s'il y a des questions, il faut les poser aussi. Là, vous avez fait une observation. Merci beaucoup, monsieur l'honorable, pour la parole. Je réponds au nom de Kisimbangoy, licencié en relations internationales. Quant à cette question de développement, ça m'intéresse beaucoup parce que ça fait partie aussi de mon domaine, de diriger et tout, voilà. Alors, nous avons un pays énorme comme le Congo. Et quand on parle de développement, je vois les gens qui nous gouvernent, ils négligent l'aspect infrastructure. Parce qu'il y a un Belge que j'ignore les noms, qui disait à l'époque, sans les infrastructures, pour ne pas parler des routes, sans les routes, le Congo ne se développera jamais. Et vous voyez les kirdan, les riz qu'on demande à l'extérieur, on en fabrique ici. Alors, l'autre fois, nous qui avons eu la chance de se promener à l'intérieur là-bas, nous avons vu les matières premières pourrir en route parce qu'il n'y a pas de route pour approvisionner des provinces où habitent les gens. Et sur ce, je demande au gouvernement, si bien sûr nous en avons les moyens, au lieu de construire les immeubles comme on les voit ici, de faire de sorte que notre pays se développe à travers les routes. Et vous êtes avec moi ici au Congo, vous connaissez les réalités. Et qu'est-ce qui se passe au Congo. Donc moi je trouve que pour commencer d'abord à développer notre pays, nous avons les routes. Après les routes, à l'interne aussi, nous devons avoir ce qu'on appelle l'unité nationale. On ne peut pas développer un pays qui n'est pas uni. Ça c'est, je ne sais pas, peut-être par miracle de Dieu, on peut y arriver, mais humainement, on ne peut pas développer un pays qui n'a pas de gens, qui ne sont pas unis. Et sur ce, on peut évoluer petit à petit avec ce qui se passe aussi, la guerre. Un pays ne peut pas se développer quand tu as la guerre, parce que un pays qui est entouré de guerres, moi je suppose que tout ce que nous avons comme ressources ou l'argent, on va s'acheter des armes pour finir la guerre. Et sur ce, nous devons d'abord mettre fin à la guerre pour développer ces beaux pays. Et sur ce, nous devons avoir une petite volonté. Pas beaucoup, parce que si on en demande beaucoup, il n'y a personne qui peut faire. On délibère juste une petite volonté de faire quelque chose pour son État.
Et aujourd'hui, nous avons des hommes d'État incapables même d'asphalter ou bien de prendre soin de là où ils restent. Ouais. En tout cas, c'est tout ce que je pouvais dire. Bonjour, honorable. C'est Nathan Katout. Je suis licencié en relations internationales. J'ai 2 petites questions à vous poser, honorable. Par rapport à la thématique, la première question serait de savoir quels sont les problèmes qui freinent le développement de la RDC. Et enfin, la question serait de savoir, parce que nous le savons que la RDC est classée parmi les pays sous-développés, et la question est de savoir quelles sont les solutions pour sortir la RDC du sous-développement. Ok. Je réponds au nom de Mouirou Amani Rachel, je suis étudiante en aide de relations internationales à l'UPEN. Alors pour ajouter la réponse à la question comment développer la RDC, notre pays, je vais m'attarder sur l'aspect touristique. Déjà, nous savons tous qu'un pays touristique est un pays dont ses aéroports sont très visités. Alors quand les aéroports sont visités, les compagnies aériennes vont payer des taxes aéroportuaires et cela va nous aider à booster le trésor public. Alors si nous construisons des sites touristiques pour attirer l'attention des gens d'ailleurs, alors ça va nous permettre de sortir un peu du sous-développement et de développer notre pays. Et aussi l'aspect agriculture. Comme la dame a dit, la camarade a dit, que notre pays a 80% de sol arable, donc des terres arables. Alors, c'est vraiment une bonne terre pour s'aimer et avoir de bons résultats. Alors, si nous produisons peut-être du maïs et nous exportons, ça va nous aider à nous développer. Et aussi l'industrie. Développer aussi l'industrie. Ici, au Congo, je vois plus d'industrie dans l'agroalimentaire. C'est bien, mais c'est trop de jus en plastique. Nous voyons des jus, je ne vais pas citer les noms, mais vous connaissez tous les jus. Voilà. Nos industries ne savent que produire des jus et puis ce n'est pas de bonne qualité. Alors si nous mettons peut-être nos industries à produire d'autres choses et puis nous envoyons nos fils du pays à aller apprendre, à faire des formations pour nous aider à élever notre industrie. Alors, ça fera de notre pays un des plus grands pays, un des pays les plus développés du monde. Est-ce qu'il y a une question? Parce que, ouais. Vous avez une question? Non. Vous avez un avis? Oui. Ok, je vais répondre aux questions. Nous avons 20 minutes, essayez d'être concis. Vous avez fait des observations pertinentes, mais quand je vous invite, c'est aussi pour qu'on partage, que vous ayez un aperçu global. Parce que vous êtes les futurs dirigeants de ce pays et vous devez comprendre la situation. La situation est la suivante. Nous avons un pays qui a 5 fois la taille de la France, avec un réseau routier qui est insuffisant. Nous le savons tous, pour développer un pays, il faut résoudre le problème de la mobilité, surtout lorsque c'est un pays continent, en dimension continentale. Je vais vous donner des exemples et vous allez comprendre quel est notre problème. Aujourd'hui, lorsque vous allez sur le marché de Goma, par exemple, vous constaterez, en tout cas la dernière fois que j'étais là, bon, ça peut avoir changé, mais dans les proportions gardées, vous avez 1 kilo de viande, et je parle de filet pur de viande, qui était à l'époque l'équivalent de 6 000 francs. Et ici, on vendait ce kilo de viande à 30 000 francs. Ça veut dire que vous êtes dans le même pays, quelque chose qui produit une denrée qui produit dans le même territoire, je parle du territoire national, qui se vend à 5 fois plus cher pour la bonne et simple raison qu'il n'y a qu'une seule voie pour faire le transfert ou pour faire circuler la marchandise, c'est la voie aérienne. Et le coût aérien est extrêmement élevé parce qu'on est en train de parler de 3 $ le kilo. Donc, ce que font les gens lorsqu'ils viennent de Goma, ils viennent avec de la viande dans des seaux. Mais un vrai commerçant a besoin de vendre des tonnes et des tonnes de viande. Et il ne sait pas faire venir des tonnes de viande par avion. Parce que déjà, ce ne sont pas des avions spécifiques cargo, c'est des avions, des vols commerciaux avec un tonnage très limité. Et donc voilà, les gens qui amènent la viande, on la fait vendre à 5 ou 6 fois le prix. Pourquoi je vous donne cet exemple-là? Parce qu'en réalité, l'idéal aurait été que nous ayons une route qui quitte Goma, passant par Kisangani, et puis peut-être par le Bandundu, et puis qui arrive à Kinshasa. Alors, quelle est la vraie difficulté?
ne prenons que cet aspect-là, infrastructure. La vraie difficulté, c'est que depuis l'époque de Mobutu, à chaque fois qu'un président arrive au pouvoir, on lui vend le schéma. On lui dit, écoutez, pour que ce pays se développe, on a un problème d'infrastructure, vous devez faire mieux que les autres. Vous devez construire des infrastructures. Et donc Mobutu, quand il arrive, il contracte des prêts au FMI. Nous avons l'épisode des éléphants blancs. On fait le CCIZ, on fait le palais du peuple, ainsi de suite. Finalement, la dette PPTE de 13 milliards, le gros de cette dette, ce sont les éléphants blancs. Et à l'époque, Mobutu se faisait appeler le bâtisseur. Donc, on a construit des routes, on a construit ce qu'on pouvait construire. Et le vrai problème de la route, ce n'est pas de la construire. Parce qu'une route, c'est comme... voilà, c'est un boulevard que vous ouvrez à des usagers de tout type, grands camions, petits camions et tout ça. Vous pouvez la faire aujourd'hui et vous revenez après 2 mois, vous ne trouvez plus la route. Parce qu'elle est cassée par les utilisateurs. Donc la problématique de la route, au-delà de la faire, c'est une problématique d'entretien et de maintenance. Alors, lorsque Kabila arrive, le père, il n'a pas eu vraiment le temps de s'investir dans les infrastructures, mais le fils a fait 18 ans au pouvoir. Les mêmes gens lui ont apporté les mêmes formules. Et d'ailleurs, lui, on l'appelait Sissabidimbo. Nous avons fait 3 ans ou 2 ans pour élargir le boulevard. Il a fait quelques routes par-ci, par-là. On devait faire la route Kalambambouji, on ne l'a pas fini. On devait faire des routes par-ci, par-là d'intérêt très national. Et aujourd'hui, il y a quelques routes que M. Kabila a fait qui n'existent plus. Mais il s'est concentré sur cela. Et lorsque le président Tshisekedi est arrivé, il y a le projet des 100 jours, où on parlait d'infrastructure, et vous pouvez voir aujourd'hui l'état des sauts de moutons et ainsi de suite, c'est un peu compliqué. Parce qu'après avoir fait la route, comme je vous le dis, vous la faites aujourd'hui, après 2 mois, elle se détériore, et c'est comme si vous n'avez rien fait. Maintenant, politiquement parlant, nous avons une faiblesse, qui est une faiblesse structurelle. C'est-à-dire que lorsqu'un président de la République arrive, et comme partout au monde, il y a l'idée de présenter un bilan à la population. Et ce bilan à la population, en termes d'infrastructure, ce sont les routes. Alors qu'il y a certains ouvrages, certaines routes, pour les faire, ça dépasse largement le mandat d'un président de la République. Si aujourd'hui on devrait s'engager sur une route qui quitterait Goma, qui arriverait à Kisangani, on peut la faire sur 6 ans, sur 7 ans. Et lorsque le président a un mandat de 5 ans, probablement qu'il ne va pas s'engager sur cette route-là parce qu'il ne pourra pas la mettre dans son bilan. Et donc il y a une certaine tendance dans notre pays, lorsqu'on parle d'infrastructure, à se concentrer sur des choses qu'on peut vite et bien faire et vite présenter. Et dès qu'elles sont présentées, on les inscrit dans le bilan, mais lorsque vous revenez 2 ans après, vous trouvez que ces choses-là qui avaient été bien présentées, pour lesquelles on a coupé les rubans, n'existent plus ou sont complètement détériorées. Quelle serait la solution pour cette question-là? La solution serait de considérer que, comme cela se fait en Europe et aux États-Unis, que le secteur privé peut prendre en charge les infrastructures. Parce que ça nécessite beaucoup de moyens aux études, à la construction, mais surtout à la maintenance. Et donc, lorsque le secteur privé, je vous donne un exemple en Belgique, vous avez le réseau SANEF, qui vous prend la France, la Belgique, le Luxembourg, qui monte jusqu'en Suisse. C'est un réseau partenariat public-privé. Vous avez les péages, comme chez nous, c'est des péages automatisés dont vous ne voyez jamais personne, et ils vous font des millions de dollars par jour. Parce que vous utilisez tout. Et avec ces millions de dollars, eux, ils entretiennent les routes. Donc, ce n'est pas une question de l'État. Eux gagnent de l'argent, ils entretiennent les routes. Pourquoi il faut laisser cette initiative au privé? C'est comme je vous le dis, il y a de ces ouvrages, avec les priorités que nous avons et les budgets que nous avons, qui peuvent s'étendre sur 2 mandats. Et si un gouvernement ou un président de la République se met sur une route, et à côté, il y a le M23, et à côté, il faut s'occuper des médecins, et vous allez constater que le gouvernement va mettre beaucoup d'énergie, et généralement, derrière ce que le gouvernement fait, s'il n'y a pas un projet d'entretien ou de rentabilisation de la route, après quelques années, elle se détériore. Alors, je vais vous donner un exemple simple. Si vous quittez Goma jusqu'à Kinshasa, qu'un investisseur privé arrive, qu'il fasse une route comme ça, après 10 ans, et qu'il vous dise que, bon, voilà, vous devez payer au péage $100. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, oui, c'est trop cher, je ne vais pas payer. Mais ça, c'est vous, les privés, qui allez dire que c'est cher, un particulier. Mais quelqu'un qui fait venir 40 tonnes de viande, il va payer les $100, la viande va quitter Goma, la viande va arriver à Kinshasa. 2 avantages.
les gens à Kinshasa vont l'acheter à un prix qui est normal. Donc, on va circuler la viande, les pommes de terre et tout ça. Donc, nous aurons, c'est un prix qui est très normal. Mais autour de cette route-là, il y a des agglomérations qui vont se construire. C'est ça, le développement. Donc, lorsqu'on parle de ce qui est agroalimentaire, il est question, à mon avis, que des partenariats privés-publics soient mis en place, peu importe ce que ça va coûter, mais si le coût, en parfaite autonomie, peut assurer la longévité de cette route et le développement de cette route, vaut mieux que nous payions le prix que de payer un kilo de viande produit dans notre pays à 40 000. Tout ce que nous consommons comme viande, c'est de la viande importée qui a été congelée, abattue 10 ans plus tôt. Ce que nous appelons viande fraîche, les boucheries, allez voir le prix, le kilo, il est à 10 $. Alors que lorsque vous êtes à Goma, le kilo de viande, il est à 2 $. Donc, au lieu de perdre notre temps, surtout lorsqu'on est président de la République, vous avez 5 ans, à vouloir à tout prix construire sans que derrière la construction, il y ait un plan de maintenance et que le contribuable, c'est-à-dire les utilisateurs, les usagers, payent pour la maintenance, c'est un peu compliqué. Si la route du Bas-Congo tient encore un peu, c'est parce que nous payons le péage. Il n'y aurait pas ce système de péage, cette route-là aurait déjà disparu. Et malgré que nous payons le péage, c'est une route qui est en très très mauvais état. Parce que vous connaissez les Congolais, quand l'argent entre, c'est bon, mais pour que l'argent sorte pour l'intérêt public, ça devient compliqué. Donc, si la base du développement, c'est l'autosuffisance alimentaire, pour que nous l'atteignions, il faut des infrastructures pour pouvoir permettre à tout le monde, via les dessertes agricoles, de produire en quantité suffisante et de desservir partout le marché intérieur. Il faut aussi accepter l'idée que des privés viennent et construisent des routes, qu'ils mettent des péages automatiques, qu'ils entretiennent ces routes pour faciliter ce trafic-là. Continuer à penser que le gouvernement, en 5 ans, peut faire des miracles de les infrastructures, c'est se tromper soi-même. Parce que le pays est extrêmement vaste. Il faut que les aéroports, les routes, les voies ferrées soient prises en charge aussi par les privés. Parce qu'un privé, quand il va investir son argent, il va faire des choses qui sont bien, suivant un cahier des charges que vous allez lui imposer, mais il va chercher à rentabiliser. Mais au moins, le service sera là. Et le niveau de vie des gens va augmenter. Quelqu'un qui ne va pas prendre l'avion, il va vous dire « je vais à Kisangani et je vais en bus ». Il quitte aujourd'hui, demain matin, il est à Kisangani. La vie va changer. Et donc, remarquez que ce soit Kabila, que ce soit Mobutu, il n'y a personne qui a réussi à relier ce pays de bout en bout. Le seul exploit que nous avons fait, c'est la route de Bandundu, parce qu'elle arrive à Chikapa, et vous prenez le tronçon Kananga-Mbujimaï, en tout cas sous l'impulsion du chef de l'État, on est en train de faire ce tronçon-là. Mais quand vous prenez une ville comme Kananga, elle est complètement enclavée. Donc, une bouteille de bière à Mbujimaï aujourd'hui coûte 8 000 francs. 10 000 francs, la Castel et la Tembo. Pourquoi? Mais parce que ça vient par route et c'est compliqué. Et donc, de manière résumée, on ne peut exploiter que cette thématique-là des infrastructures. Peut-être que dans d'autres émissions, on va le faire. Ma préoccupation, mon propos, ma manière de voir les choses est qu'il faut absolument que des privés interviennent dans le secteur et qu'on laisse, comme aux États-Unis, il y a des autoroutes privées. Hein. C'est-à-dire que vous quittez Washington pour aller à Charlotte, il y a des gens qui sont au-dessus, il n'y a pas d'embouteillage, il y a des gens qui sont en bas, ça c'est la voie publique, eux ils traînent, mais quand vous payez vos 20 $, vous entrez dans l'autoroute privée et vous roulez directement. Et donc ceux qui sont pressés, ils vont aller chez les privés, et puis ils vont partir, et si vous n'avez pas d'argent, vous allez faire la file. On doit amener ce système-là chez nous et permettre à des investisseurs étrangers, soient-ils, de prendre des tronçons de route que nous considérons comme importants. On lance un appel d'offres, on dit, écoutez, on aimerait un investisseur qui va nous faire la route Kinshasa-Goma. Il va vous dire, moi j'ai besoin de 15 ans pour la faire, ou j'ai besoin de 5 ans, mais voilà, mon péage, je le mettrai à 200 $. On accepte. On défiscalise ce qu'on doit défiscaliser, mais il faut que cette route-là existe, parce qu'autour de la route, des villes vont se créer, du business va se réaliser, et le pays va avancer, parce que finalement, il y aura beaucoup de mouvements, et ainsi de suite. Oui? 4 minutes, hein, 3 minutes. Bonjour, je me présente au nom de Josué Mboukaou Lukatika, licencié en relations internationales à l'Université pédagogique nationale. J'ai des questions, mais avant tout, je dois d'abord donner un point de vue ou émettre un point de vue par rapport au sujet. Le développement, moi je pense que le développement est d'abord sectoriel. Je prends des cas, et le développement, c'est aussi une question de système. Et par le manque de volonté de nos autorités,
Nous tombons toujours dans la même chose depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui. La Chine a adopté des systèmes économiques. Le système économique planifié, qu'on appelait les systèmes socialistes, si je ne me trompe pas, et les systèmes capitalistes, les néolibéraux. La Chine a créé un nouveau monde. Malgré les idées viennent d'ailleurs, c'est-à-dire aux États-Unis, l'ex-URSS à l'époque, mais la Chine s'est faite puissante par rapport à la nouvelle génération, par rapport à la nouvelle idéologie avec Mao Tse-tung. Mais nous, on ne veut pas créer notre propre système. C'est ça qui bloque le développement congolais. On emprunte tout de l'Occident. On ne veut pas créer notre propre système. Aucun État est appelé à se développer sans avoir un système ou une économie forte. C'est un problème de l'économie. Vous verrez, en droit administratif, il y a un principe qu'on appelle principe de continuité des services publics. Mobutu a commencé avec l'idée de construire par exemple des routes, du Bandundu, Congo central, tout ça. Mobutu a fait 5 ans, Mobutu est parti, M. Kabila est venu. M. Kabila doit continuer dans cette allure, mais ce n'est pas ce que nos politiciens font. M. Félix est venu avec le projet des 145 territoires. Vous verrez, lorsque M. Félix va partir, il y aura un autre politicien qui viendra avec un autre projet et jeter le projet des 145 territoires. Car c'est un très bon projet qu'on peut construire le Congo sur base de ces projets-là. C'est ça en fait le problème. Je pose maintenant la question. Pensez-vous qu'on peut privatiser certaines entreprises publiques et ces entreprises-là peuvent aider l'État à se développer? Par exemple, la Régie des eaux. Par exemple, la SNEL. Le fait de privatiser ces entreprises-là peut aider le Congo à se développer ou à pallier aux problèmes congolais qui concernent les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité. Voilà. Vous avez 2 minutes déjà. Bon, je réponds rapidement avant que l'autre prenne la question. Je vais vous parler de la privatisation. J'ai discuté avec un cadre de la SNEL. Vous savez que ces secteurs-là sont déjà libéralisés. Quel est le vrai problème? Le vrai problème, c'est que les investisseurs qui arrivent ne veulent s'occuper que de la distribution et non de la production, c'est-à-dire la distribution de l'électricité. Ce que vous voyez avec les cartes prépayées, ainsi de suite, ce n'est que la distribution. C'est un investissement qui n'est pas très coûteux. Et ils prennent leur commission sur la distribution de l'électricité. Ils ne veulent pas investir dans la production parce que la production, ça coûte excessivement cher. Voyez-vous, on tourne 2 turbines sur 7 à Inga, et lorsqu'on lance des appels d'offres pour les études, on est en train de parler en termes de millions et de millions de dollars. Il faut savoir que dans ce pays, l'électricité est gratuite. L'eau également. Nous sommes l'un des rares pays au monde où vous avez des splits à la maison et tout ça, et on vous envoie une facture de $20. En réalité, le coût de l'énergie, actuellement, lorsque vous allez en Europe, la moyenne des foyers avec cette affaire d'Ukraine, c'est 400 € pour les foyers qui ont minimum 6 à 7 personnes. Vous payez entre 300 et 400 € le mois, donc sur une base annuelle, vous avez quand même un budget de plus de 2 000 à 3 000 à 4 000 que vous payez pour l'électricité. Vous pouvez regarder toutes les factures de la SNEL qui ne sont pas industrielles, ça veut dire les factures pour les factures domestiques, vous constaterez que la moyenne de facturation est de 15. En réalité, c'est l'État qui prend en charge une grosse partie, autant pour les carburants, des factures de la SNEL. Parce que si nous devrions acheter le courant au vrai prix, personne n'aurait du courant à la maison. Et ça fait des années et des années que la politique de la SNEL est fonction de notre pouvoir d'achat. Et notre pouvoir d'achat est excessivement faible. Et donc aujourd'hui, vous pouvez considérer que vous êtes dans un paradis où le courant coûte le moins cher au monde. Il n'y a pas un pays où le courant coûte le moins cher au monde. En ce qui concerne l'eau, c'est pareil. Vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des personnes utilisent des forages. Moi, je n'utilise pas un forage, mais je prends de l'eau d'un forage du voisin. Les investissements ont été faits avec l'assistance de la Banque mondiale. Mais si vous devez revoir les installations domestiques, ne serait-ce que dans la ville de Kinshasa, qui avait à l'époque été construite pour une population d'1 million d'habitants. Aujourd'hui, nous avons 13 millions d'habitants qui ont construit d'ailleurs des maisons de manière anarchique. L'investissement à faire pour refaire tout ce réseau, il n'y a aucun investisseur qui accepte de le faire parce qu'en réalité, si vous investissez massivement, vous aurez des factures d'eau qui vont arriver ici à $300, $200, $150 et les gens ne pourront pas payer. Aujourd'hui, nos factures d'eau, elles tournent autour de 10 000 francs. Et les gens, d'ailleurs, au bout de pays, trouvent que c'est cher.
Donc on nous a quand même habitués, on va dire comme ça, à ce que, en matière énergétique, eau et électricité, que nous ne payons presque rien du tout. Et c'est ça le problème. Donc, au fur et à mesure que les investissements seront faits et que notre économie va avancer, que nous aurons un pouvoir d'achat meilleur, on pourrait imaginer effectivement que les investisseurs sérieux arrivent et qu'ils investissent dans la qualité de l'électricité qui est distribuée, donc en termes de production, pour que nous soyons comme ailleurs où une coupure de courant reste quelque chose d'exceptionnel. Ici, on est habitué. Donc, tout le monde a un groupe chez soi, il sait que, bon, à un moment donné, on n'aura pas de courant, mais ailleurs, une coupure du courant, on en parle aux infos. Parce qu'il y a des gens qui font 20 ans, ils ne savent pas ce que c'est une coupure de courant, mais lorsque vous regardez les investissements qui sont derrière, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans ce pays. Dernière intervention. Une dernière question, c'est moi. La petite question. Bon, laissez d'abord la dame. La dame, ok, d'accord. Okay. Merci honorable pour la parole. Je réponds au nom de Daniela Chabani, étudiante à l'UPEN en L2 RI, Relations internationales, politique internationale. Ma question est celle-ci. Puisque vous avez martelé sur le paiement des factures de courant, d'électricité, j'aimerais demander, que diriez-vous sur le fait que la population paye des factures dont elle ne consomme absolument rien, surtout pour le courant? Écoutez, c'est une question qui est... Les gens payent pour l'obscurité, je sais. Mais en même temps, c'est ça la solidarité. Parce qu'il y en a qui ont du courant et qui ont du courant sans payer. Il faut se le dire, hein, il y a beaucoup de raccordements frauduleux. Il y en a qui consomment du courant qui ne payent pas. Et il y en a qui payent mais qui ne consomment pas. Donc, nous devons être solidaires de la SNEL parce que c'est la seule institution qui continue à fournir encore des efforts pour que le taux d'électrification au niveau national ne dépasse pas 5%. Les investisseurs n'arrivent pas. Il y a des barrages, le gouvernement investit dans des barrages en partenariat avec certains partenaires bilatéraux. Ça peut avancer. On a Chopo 1, Chopo 2. On a ici, au Bas-Congo, il y a encore 2 barrages qui ont été construits. On est en train d'aller vers 4 et ainsi de suite. Ce sont des investissements privés-publics, mais toujours en considérant que l'État ne va pas se faire de l'argent sur ces investissements. Parce que l'État est resté social. Nous achetons le carburant à un prix largement inférieur parce que l'État a défiscalisé la partie qu'elle pouvait... voyez, la partie qui lui revenait. L'État acceptait de ne rien prendre sur cette partie-là pour que vous et moi achetions le carburant à 2800 francs, alors que nous ne sommes pas des producteurs. Donc, on va dire que notre État essaie de garantir ces prix minima. Je suis tout à fait contre que des personnes qui ne bénéficient pas du courant payent, mais autant... je suis contre que des personnes qui en bénéficient sans payer. Donc ça, c'est un peu la régulation qu'il faut... Honorable, je m'excuse. Une petite question avant de finir. Parce que mon collègue a parlé du projet des 145 territoires. J'aimerais vous poser la petite question, celle de savoir, pensiez-vous qu'il faut imposer une petite dictature de développement aux Congolais pour que notre pays se développe? Dans le sens de dire, le président de la République, M. Félix Tshilombo, a financé le projet Tshilé-Gelou dans les Kasaï. Et il y a moi je les appelle les indigènes qui ont eu à fêter avec cet argent, et même pas pour construire l'université. Nous avons vu les fondations, pas même les fondations, ils ont bouffé des millions de dollars. Alors, ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez au moins qu'il faut imposer une dictature de développement aux Congolais? Oui, vous savez, le président Tshisekedi a mis beaucoup de volonté. Hein. Après, nous sommes des Congolais, nous nous connaissons. Un jour, je discutais avec un Belge, il m'a dit une chose qui m'a marqué pour toute la vie. Il me dit, mais Jean-Jacques, tu sais, dans mon pays, le jour que la police va faire une grève de 2 jours, toute la Belgique sera pillée. Alors, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Parce que moi, je lui parlais des détournements à Kinshasa. Il dit, non, écoutez, vous êtes bien. Parce que dans des pays comme les nôtres, malgré tout ce que nous avons mis en place, les gens continuent à détourner. Alors imaginez-vous que la police dise, quelqu'un vient devant un magasin, il lance une pierre, et un policier qui a dit qu'il est en grève, il ne l'arrête pas. Mais c'est tout le monde qui va venir, qui va piller. On va piller toute la Belgique. C'était pour dire quoi? Qu'en réalité, l'homme est discipliné par la contrainte. Moi, il y a des choses que je fais, parce que j'ai vécu dans un pays pendant un certain moment. Lorsqu'il est jour, je n'accepte pas que les lampes soient allumées. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, j'ai essayé de vivre comme ça avec des lampes allumées en Europe pendant la journée.
Et quand j'ai vu la facture et que je n'arrivais pas à la payer, le huissier est arrivé, il a pris tout chez moi. Donc, discipline et quotidien direct. Ça veut dire que le mois d'après, après avoir vu une facture de 300 €, on vous dit non, il faut éteindre les lampes dans la journée. Lorsque vous êtes dans une pièce la nuit, allumez, éclairez juste cette pièce-là, éteignez partout. C'est une discipline qui vient par la contrainte. Et ce n'est pas une question de dictature, c'est une question d'appliquer les lois. Aujourd'hui, dans ce pays, nous avons beaucoup de choses qui doivent être faites. Je prends le cas de la nuisance sonore. Vous savez que la nuisance sonore, c'est une violation de droit. Moi, j'ai grandi ici, à côté de chez moi, il y a un bar. Si vous venez dormir chez moi, vous n'allez pas pouvoir dormir. Parce que vous serez dérangé par cette musique-là toute la nuit. Mais moi, je suis immunisé, je vais dormir comme un ange. Ça veut dire que j'ai étudié, j'ai fait mes blocus et j'ai fait tout ce que je devais faire dans ce bruit-là, à telle enseigne que ce bruit-là ne m'atteint plus. Mais voyez-vous, les gens qui habitent autour de ce bar, les enfants qui étudient autour de ce bar, la nuisance sonore est une violation de droit. Donc si aujourd'hui le gouverneur Gikoko Mulumba s'engage à fermer tous les bars qui émettent de la musique après 16h ou 17h, les gens peuvent boire sans musique. Au Rwanda, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que quand il est 16h, 17h, il n'y a pas de musique, vous voulez prendre votre bière, vous allez la prendre dans le calme. Vous n'êtes pas obligé de déranger les gens pour prendre votre bière. Donc il y a des décisions courageuses que nous devons prendre et il faut aussi de l'exemplarité parce que lorsque l'autorité ne respecte pas la loi, il est tout à fait difficile que celui qui vient après ou que l'administré la respecte. Donc il faut une dose d'exemplarité, mais des décisions courageuses pour que les gens se sentent contraints et que finalement ils développent de nouveaux comportements à cause de la contrainte. Okay. Nous allons terminer avec lui. Merci pour la parole. Je réponds au nom de Grady Mundeke Katwala, étudiant Katwala. Katwala, ok. Étudiant de Relations internationales à l'Université pédagogique nationale. Ma question serait de savoir si aujourd'hui on peut parler de développement au Congo sans pour autant viser au monde extérieur. Si oui, cela ne serait pas préjudiciable pour nous, parce que la coopération entre États est vitale. Et si aujourd'hui, pour parler du développement du Congo, il faudrait juste tourner vers nous-mêmes, le Congolais, cela ne serait pas préjudiciable pour nous, Congolais? Je n'ai pas affirmé qu'on devait avoir un développement endogène. Les relations bilatérales doivent être simplement équilibrées. Et nous sommes dans un monde ouvert. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de regrets qu'à ce jour, nous continuons à exporter des matières brutes. Il serait vraiment intéressant d'avoir des partenariats publics-privés ou avec certaines industries ou entreprises internationales pour avoir pas seulement des raffineries, mais des produits finis fabriqués ici. On pourrait même en faire une exigence ou une obligation. Donc je crois qu'il n'y a pas ici l'idée de dire que nous pouvons nous suffire. Mais il y a l'idée de dire que nous pouvons nous développer avec l'aide des autres, mais dans des relations profitables pour les deux parties, dans des relations, comme disent les gens, win-win. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les relations sont très déséquilibrées. Lorsque vous prenez les relations que nous avons avec la Chine, regardez un peu dans le projet SICOMID, les infrastructures que nous avons reçues, en comparaison avec ce qu'ils ont pu avoir en termes de matières premières, la balance est totalement déséquilibrée. Donc finalement, il faut savoir que nos ressources naturelles ne se renouvellent pas. Nous avons vécu dans une idée, on va en parler dans une autre thématique, dans une idée de potentiel, mais en réalité, lorsqu'on prend une tonne de coltan aujourd'hui, si on avait 10, il en restera 9. Et après 10 ans, il ne restera plus rien. C'est le cas de Mbujima, il n'y a plus de diamants. Vous voyez un peu les heures de l'AMIBA lorsqu'on grandissait, lorsqu'on vous dit que mon père travaille à l'AMIBA, mais regardez aujourd'hui, l'AMIBA est en faillite. L'AMIBA est en faillite, la Sokimo est en faillite. Ça veut dire que les ressources naturelles, à un moment donné, elles s'épuisent. Et donc, lorsque vous avez un modèle économique dont le budget est marge à 60%, 70% sur les taxes fiscales et parafiscales issues du secteur minier, on est en train de parler d'exportation de matières brutes, vous êtes mort. Dans 10-15 ans, on sera mort. S'il n'y a plus de matières premières, l'investisseur, il part. Et quelle qualité d'emploi? Qu'est-ce que nous avons fait? Quelle valeur ajoutée nous avions mis autour de tous ces investissements? Peut-être aucune. Donc l'idée, comme je le dis, ce n'est pas de penser qu'on va se développer seul. Ce n'est pas ça l'idée. On aura forcément besoin des partenaires, des Chinois, des Indiens, des Belges, des Américains, mais pas des hammers. Voilà, pas des hammers qui viendront ici pour danser, boire et tout ça, et à la fin, ils ne nous laissent rien du tout. Donc il faut qu'il y ait des relations profitables pour toutes les parties. Nous allons tirer les bénéfices de ces relations et eux aussi tireront le bénéfice de nos matières premières. Voilà.
Si cette émission vous a plu, si vous voulez participer, vous êtes étudiant ou peut-être pas, vous avez déjà fini, nous restons ouverts. Contactez-nous au 081 97 99 640. Au revoir.